Bonsoir à tous, bienvenue sur NATV pour LFN ATV comme tous les lundis soirs à 19h, la seule émission du PAF qui vous donne tous les résultats, les classements, les calendriers du football amateur et professionnel en région Nouvelle-Aquitaine. Gros programme, ce soir on va parler des stages d'été organisés par la Ligue de football, on va parler également de R1 avec deux résumés. Il y aura Stade Saint-Médardais face au SA Mérignac. Il y aura également Saint-Paul Sport contre le Stade Bordelais, la réserve du Stade Bordelais. Et puis on aura plusieurs invités. On aura tout d'abord la présidente du club du FCE Mérignac Arlac, Christine Fontero, qui sera accompagnée de son coprésident Laurent Depucé, tout simplement pour évoquer un club qui est encore une fois le club avec le plus de licenciés dans la région. Et puis on recevra un autre président, c'est celui du SA Montcoutan. C'est tout simplement Emmanuel Bossard. Il y aura pas mal d'actu autour du club des Deux-Sèvres. LFNA TV numéro 82 comme l'une des plus belles années du football français. C'est parti. Et on débute avec le sujet de la semaine, la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine qui met en place des stages d'été sur deux sites, tout d'abord au Haillan en Gironde, mais également du côté de Puy-Moyen en Charente. Les explications sur ces stages d'été sont signées Florian Sabatier et Touami Nassiri. Ce sera une grande première cet été, la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine lance ses stages d'été de football sur ces deux sites, au Haillan et à Puy-Moyen. Pendant 5 jours, du 10 juillet au 11 août prochain, les jeunes pousses pourront s'atteler à diverses pratiques de football, mais aussi une aide scolaire en association avec Acadomia. Le but est de permettre aux jeunes catégories de s'amuser tout en n'occultant pas le domaine de l'école. Pour la première fois, la Ligue de football de la Nouvelle-Aquitaine propose des stages vacances sur ces deux sites, donc sur le site du Haillan et sur le site de Puy-Moyen. L'objectif de ces stages, c'est de pouvoir permettre aux enfants issus de la région. L'objectif de ces stages est de pouvoir permettre aux enfants de la région, qui soient licenciés ou non licenciés, de participer donc à 5 jours de stage de football, avec donc des valeurs communes sur l'ensemble de nos deux sites. Donc il y aura une partie entre guillemets soutien scolaire, plus précisément en partenariat avec Acadomia, sur un module de méthodologie. Donc on va rester dans du ludique et pas du scolaire pur, mais dans quelque chose, je pense, qui peut apporter des choses aux enfants, au niveau de leur organisation dans le travail, de leur capacité à devoir se concentrer, s'organiser. Quelque part, c'est apprendre à apprendre. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de pouvoir concilier, essayer en tout cas à travers le prisme de ce stage, d'essayer de concilier le ludique, le sportif et voilà, un petit rappel scolaire, on va dire, avec le soutien de notre partenaire Acadomia. Des pratiques diversifiées telles que le beach soccer, le futsal ou encore le footnet seront mis en place de manière à avoir des temps ludiques durant ces stages. En ce qui concerne les objectifs pédagogiques des stages qui se dérouleront sur Puy-Moyen, on sera plus sur des stages de perfectionnement en football où nous reprendrons tous les fondamentaux techniques ainsi que des aspects tactiques avec ces jeunes enfants. On agrémentera ces temps de perfectionnement par des activités ludiques et des sorties également en extérieur. Le beach soccer et le futsal, pour moi, sont deux pratiques complémentaires, mais totalement la pratique normale. Je vais m'expliquer un peu plus dans le détail, à mon sens. Le futsal, terrain réduit, surface de sol particulière, dure en général, pas surtout comme le synthétique ou l'herbe. Donc pour tout ce qui est motricité, appui, renforcement, ce qu'on appelle la proprioception des articulations, au niveau des appuis, etc.
et technique dans les petits espaces. Et c'est forcément des choses qu'on retrouve dans le foot normal, que ce soit sur le terrain un peu plus réduit ou sur le grand terrain. C'est peut-être aussi l'occasion de créer des vocations. Voilà, ce sont des sports qui sont en plein développement, qui ont leur championnat, qui ont leur sélection. Donc il y a des compétitions de haut niveau. Et si un gamin à un moment donné peut, à travers ses pratiques diversifiées qu'il va découvrir lui il se sent plus fait pour ça que pour le foot classique, c'est tout ce qu'on demande. Nous, c'est notre devoir à la Ligue de promouvoir ces pratiques diversifiées, encore plus celles-là, si je peux me permettre, parce qu'elles sont vraiment complémentaires et peuvent être bénéfiques pour la pratique classique. Donc j'ai envie de dire, c'est gagnant-gagnant et tous les voyants sont au vert, donc il faut foncer et ils peuvent le découvrir à travers ces stages. Donc ce serait l'idéal pour nous. Alors pour pouvoir inscrire votre enfant sur les stages d'été organisés par la Ligue, rendez-vous sur le site de la LFNA, rubrique stage d'été, et vous allez pouvoir choisir le lieu sur lequel votre enfant va passer sa semaine de vacances. Et n'hésitez pas à consulter notamment la page Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine pour avoir plus de renseignements sur ces stages d'été. On passe aux résultats du week-end. On débute avec la Ligue 2 BKT. C'était ce week-end la 28e journée de championnat. Et un sans faute, vous le voyez en image pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine. 3 victoires en 3 matchs. Tout d'abord, la victoire de Bordeaux face à Nîmes, 1-0. Les Crocos qui s'inclinent avec un but en toute fin de match signé Josh Maja. Pau qui réalise un très gros coup en gagnant 1-0 sur la pelouse de Dijon avec un but de Yanis Begraoui. Pau qui continue de s'éloigner de la zone rouge. On va y revenir avec le classement dans un instant, mais sachez que Niort, dans un match complètement fou, a battu Laval 3-2. Kevin Rocheteau a donné la victoire sur penalty à la 88e minute pour les Chamois. Ça donne une première victoire pour le nouveau coach Bernard Simondi, un coach que l'on écoute au micro de Chamois Niortais TV. Je pense que dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui, il faut être en mesure de s'arracher dans de pareilles situations. Et là, les joueurs ont fait preuve de caractère. Alors, bien entendu, l'aspect footballistique en lui-même n'a pas été à la hauteur de ce que l'on pouvait espérer. Mais il y a des moments comme ça où il faut savoir faire les choses et que le football peut passer au second plan. Il faut avoir la détermination, il faut avoir la volonté, il faut avoir l'envie. Et ce que nous avons manifesté ce soir nous permet encore d'espérer. Et je pense que cet espoir n'est pas seulement lié au résultat de ce soir, il est lié à l'état d'esprit qu'ils ont développé sur cette rencontre-là. L'espoir pour les Chamois Niortais et leur nouveau coach. Bernard Simondi, de l'espoir tout simplement parce que c'est encore jouable au classement. Vous allez le voir, ce classement après 28 journées de Ligue 2 BKT. Bordeaux qui est toujours deuxième. Bordeaux à 7 points du leader Havre avec 1 point sur le troisième Sochaux. Pau qui glisse désormais à la 15e place. Pau avec 33 points. Ça commence à ressembler à une petite avance puisqu'il y a 2 points d'avance sur le 17e qui en l'occurrence se nomme le Stade Lavallois. Et puis Niort est toujours lanterne rouge, mais Niort est dans le coup. Niort qui a 5 points de retard sur le Stade Lavallois. La prochaine journée de Ligue 2 BKT aura lieu le week-end du 1er avril. Il y aura Saint-Étienne-Niort notamment le samedi à 15h. Pau contre le leader Le Havre à 19h. Et puis Bordeaux jouera en match décalé. Ce sera le lundi 3 avril à 20h45. Ce sera au Roudourou sur la pelouse de l'En Avant Guingamp. Après la Ligue 2, le National 2. Et c'était ce week-end la 21e journée de National 2. On va faire un point dans le groupe D, le groupe qui concerne les clubs de Nouvelle-Aquitaine avec, vous allez le voir, la victoire de Bourges à l'extérieur sur le terrain du Gol FC. Petite surprise avec cette victoire de Bourges Foot 18. La victoire 1-0 également pour Vierzon face à la réserve de Lorient. Chamalières a été défait à domicile par Romorantin 1-0. 2-2 entre Vendée-les-Herbiers et la réserve du FC Nantes. Trélissac est allé gagner sur le terrain de l'Olympique Saumur, victoire 1-0
du club de la Dordogne. Angoulême-Charente est allé gagner sur le terrain du Stade Bordelais dans un duel 100% Nouvelle-Aquitaine, victoire 2-1 de la CFC, la victoire 2-1 également pour la réserve du SCO d'Angers sur la pelouse de Bergerac-Périgord. Et puis le dernier match, c'était Moulin-Isère face à Andrézieux-Boutéon, un but partout entre les deux clubs. Conséquence au classement de cette 21e journée, Vendée-les-Herbiers est en tête avec exactement un point d'avance sur le Gaulle FC. 3e, Bergerac-Périgord avec 35 points. 4e, Angoulême-Charente. 5e, la réserve du SCO. 6e, Trélissac. 7e, l'Olympique Saumur. 8e, Bourges. 9e, Chamalières. 10e, la réserve de Lorient. 11e, Romorantin. 12e, Andrézieux-Boutéon. 13e, la réserve du FC Nantes. 14e, Moulin-Isère. 15e, le Stade Bordelais avec 20 points. Et puis la lanterne rouge se nomme toujours le FC Vierzon. Le calendrier de cette prochaine journée de National 2 avec le Stade Bordelais qui se déplacera sur le terrain de la réserve du FC Nantes. Trélissac accueillera le FC Chamalières. Angoulême-Charente recevra la réserve du SCO Angers. Et puis Bergerac-Périgord sera en déplacement sur le terrain du FC Olympique Saumur. Après le National 2, évidemment, la logique, la suite avec le National 3. Et les résultats de la 18e journée du groupe A de National 3, groupe concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Vous allez le voir, pas mal de buts dans cette journée avec un score fleuve. 3-2 en faveur de l'Aviron Bayonnais FC sur le terrain de Châtellerault. Libourne, le leader, a battu la réserve du Pau FC 3-2. 3-0 pour le CA Neuville face à l'ES Guérétoise. 1-0 pour les Jeunets d'Anglet face à la réserve des Girondins de Bordeaux. Victoire importante de l'US Chauvigny sur le terrain de l'US Lèche Cap-Ferré, 1-0. Victoire 2-0 du Stade Poitvin sur le terrain de la Lanterne Rouge, le Stade Montois. Et puis victoire 2-0 également dimanche pour la réserve des Chamois Niortais sur la pelouse de Porte-Entre-deux-Mers. Ça donne pas mal de changements au classement. Vous allez le voir, ce classement de National 3 après 18 journées. Le FC Libourne est en tête avec 3 points d'avance sur l'US Chauvigny. Les Jeunets d'Anglet 3e. La réserve des Girondins et la réserve de Pau qui sont 4e et 5e. Le Stade Poitvin est 6e devant la réserve des Chamois Niortais. 8e, Châtellerault avec 25 points. 9e, l'Aviron Bayonnais FC avec 24 points devant l'US Lèche Cap-Ferré. Le CA Neuville Porte-Entre-deux-Mers, l'ES Guérétoise décroché avec 9 points de retard sur le 12e. Et puis à la place de Lanterne Rouge, le Stade Montois avec seulement 5 petits points. La régionale 1 maintenant avec tout d'abord la poule B. Nous nous sommes intéressés à un duel des extrêmes entre le Stade Saint-Médardais qui joue actuellement le maintien et puis le SA Mérignaquais qui à l'inverse joue plutôt le haut du tableau et vise la montée direction le complexe sportif de la Bugonne pour un résumé signé de notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier. Début de cette rencontre de Régional 1 entre Saint-Médard-des-Rangs et le SA Mérignac. Très rapidement, les Mérignacais vont se mettre en évidence sur le côté gauche avec un centre qui trouve la tête de Mathieu Doriac qui ne trouve pas le cadre. Mais les locaux vont réagir avec une belle récupération de Marc Roumejou qui s'infiltre et sollicite Patrick Youlou. Quelques minutes après, tentative sur coup franc hors cadre pour Saint-Médard. Dans les dernières minutes, nouvelle opportunité de Saint-Médard, bien captée par l'ultime rempart. Fin des 45 premières minutes et 0-0 entre les deux formations. Au retour des vestiaires, le SA Mérignac va intensifier ses efforts, mais la tête de l'attaquant fuit les cages adverses. À force d'insister, les visiteurs vont solliciter une première fois le gardien. Et dans la continuité, le centre trouve la tête de Mathieu Doriac qui ouvre le score. Saint-Médard-des-Rangs n'est pas en reste et va trouver le chemin de l'égalisation par un lob astucieux de Théo Lagarde.
fois, le SA Mérignac va reprendre l'avantage quelques minutes plus tard sur un rush de Diaby Sankumba qui va parvenir à se défaire de ses vis-à-vis avant de servir en retrait Tony Romero qui contrôle avant d'enrouler sa frappe au premier poteau pour le 2-1. Dans un rythme complètement fou et une récupération très haute, Saint-Médard va recoller au score par l'initiative de Marc Romjou. Insaisissable sur son côté, Sankumba Diakabi va trouver un coéquipier, mais la frappe finit hors cadre. Dans les dernières minutes, ce diable de Diakabi tente une frappe, mais bien sorti par le gardien de but. Fin de la rencontre qui se solde sur un score de 2 buts partout. Un bon point, peut-être un peu d'exception, mais à l'arrivée, quand on voit un peu l'analyse du match, à 5 minutes du match, on peut se dire que bon, le match nul est à peu près équitable. Mais le SAM s'est créé des occasions, s'est loupé quelques occasions, voilà, comme nous. Donc il nous manque encore ce petit point de réussite pour faire basculer le match en notre faveur. J'ai plus une déception sur le contenu qu'au-delà du résultat. C'est toujours un point, il faut toujours les prendre, chaque point sont bons à prendre. Mais je ne cache pas qu'on espérait mieux. On était venu avec d'autres ambitions, mais on n'a pas réussi à le réaliser sur le contenu et sur l'efficacité dans les deux surfaces. On a marqué 2 buts, mais on n'a pas réussi à conserver le score sur des petites erreurs d'inattention, des petits détails, mais justement c'est ce qui fait la différence, même à ce niveau. Les petits détails, et c'est ce qui fait qu'on a permis à chaque fois à Saint-Médard de rester dans le match et de revenir dans le match. Autre résumé de match qui compte pour la régionale 1, cette fois dans la poule C. Direction la plaine des sports de Saint-Paul-les-Dax avec un duel entre Saint-Paul Sport et la réserve du Stade Bordelais. C'est toujours signé de notre correspondant Florian Sabatier. Alors en fait on a pris en maturité aussi, hein, donc on a peut-être une poule légèrement sur le papier plus facile parce que pas de réserve de Ligue 2, Mérignac-Carlac qui est une grosse cylindrée également, hein, plus dans la poule, mais Arcachon très solide, Cestas solide, deux très belles équipes, donc c'est la première fois qu'on est leader hein, à ce niveau-là avec 5 points d'avance sur le bassin. Ce soir on peut en avoir 8 si ça se passe bien, donc après psychologiquement il y a certainement des ascendants qui vont se faire. Maintenant à nous d'être sérieux, d'être serein, de jouer notre football, de ne pas surjouer. Je leur dis souvent, voilà, et donc les joueurs sont conscients, il y a la maturité qui est arrivée, on a un effectif qui est large, qui est beau, qui est bon. Donc c'est peut-être l'année, effectivement. Début de cette rencontre de Régional 1 entre Saint-Paul Sport et la réserve du Stade Bordelais. Première opportunité avec les locaux, avec un centre de la gauche vers la droite qui ne donne rien. Les visiteurs se mettent en évidence sur une frappe lointaine qui ne trouve pas le cadre. Saint-Paul aussi tente sa chance de loin, mais là aussi la précision n'est pas au rendez-vous. Dans les ultimes secondes de la première période, sur un jeu fluide, Florian Ducasse tente sa chance et s'est repoussé par les gants d'Anthony Loustalo. Fin du premier acte sur ce score nul et vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, le Stade Bordelais va profiter d'une belle solution de contre. Nouvelle tentative des visiteurs, bien suivie cette fois-ci par Lucas Pesquet. Mais Saint-Paul Sport veut continuer son bout de chemin et sur un centre-tir de Florian Ducasse, la barre transversale sauve Loustalo. À force d'insister, Saint-Paul va être récompensé avec un centre qui trouve au second poteau Florian Ducasse qui prend instantanément pour l'ouverture du score. 1-0 à la 66e minute de jeu. Dans la foulée ou presque, Saint-Paul continue et sur un centre, Mbaye Babacar bute sur Loustalo avant de reprendre et mettre le ballon au premier poteau pour le 2-0 synonyme de break.
Le Stade Bordelais veut réduire la marque dans le bout du bout de la rencontre. Ils ne seront pas loin sans la claquette providentielle de Pierre Pesquet. 2-0 et victoire de Saint-Paul Sport qui conforte sa place de leader. Ouais, de la lucidité, de la technique, surtout après c'est de l'efficacité au haut niveau, quoi. Voilà, là ce qui manque c'est que voilà, les occasions qu'on a, il faut au moins mettre un but. Et voilà, après on n'a pas le droit de se désorganiser comme ça, juste après qu'on prenne le but. Voilà, et après on se désorganise complètement et on n'arrive pas à avoir ce sang-froid pour rester calme. Et voilà, mais après parce qu'aussi on a des axios, là c'est 20 ans et U18. Donc on a une immaturité là qui est grandissante. Et je joue avec 2 latéraux qui ne sont pas des latéraux. Donc derrière, on était quand même assez faible. Oui, satisfait du contenu, satisfait de l'abnégation des joueurs. On a rencontré l'équipe du Stade Bordelais. C'est l'équipe qui nous a posé le plus de problèmes depuis le début de saison. Donc voilà, très bonne équipe, avec des joueurs qui sont venus du dessus. Donc ça s'est senti, c'était pas le niveau R1. Donc il a fallu qu'on élève notre niveau dans tous les domaines. Première mi-temps serrée, et puis on a pris le pas sur la deuxième mi-temps en étant efficace. Et je trouve sur l'ensemble du match logique par rapport au contenu et aux efforts des joueurs. Et on va s'intéresser comme convenu au club du FCE Mérignac-Arlac avec 2 invités pour le prix d'un ce soir. La présidente, tout d'abord, c'est Christine Fontero qui me rejoint. Honneur aux femmes. Bonsoir Christine. Bonsoir. Et le coprésident du club, c'est Laurent Depucé qui nous fait le plaisir de se joindre à nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. On voulait vous avoir depuis un certain temps, même si on s'est déjà intéressé au club, bien évidemment, avec ce beau parcours en Coupe de France et puis avec la section féminine. Mais vous êtes encore une fois, si je puis dire, en tête du nombre de licenciés en Nouvelle-Aquitaine. Donc on voulait avoir un petit peu les recettes du club du FCE Mérignac-Arlac. Déjà, petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas. Les Écureuils, c'est situé où il y a combien d'années d'histoire pour le club? Je ne sais pas si c'est Christine qui veut prendre la main sur ce sujet, mais un petit CV du club de Mérignac-Arlac, Christine. Alors, le club, il a été fondé en 1953 par mon père. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu la fusion avec les Écureuils d'Arlac en 1972. La section féminine a été créée à ce moment-là. Donc, voilà. C'est un club qui existe depuis longtemps. Et un club, je le disais, qui est en tête du nombre de licenciés en Nouvelle-Aquitaine, avec 879, sauf si depuis la publication du classement, il y a eu de nouvelles têtes présentes au club. Christine, déjà, est-ce que c'est une fierté d'être toujours le club qui compte le plus de licenciés dans la région? Bien sûr qu'on est fiers. Mais après, je veux dire, c'est l'affaire de tous. Sur les 879 licenciés, ce qu'il faut savoir, c'est que on a 10% qui sont représentés par les éducateurs et dirigeants. Il faut se dire quand même que si on est arrivé à ce nombre de licenciés, c'est qu'on a les infrastructures qui vont bien. On a aussi la mairie de Mérignac qui est derrière nous. Les subventions sont toujours intéressantes. Donc, je trouve que c'est relativement facile quand on peut accueillir des enfants, quand on a des subventions pour payer des éducateurs et voilà. Donc, oui. Effectivement, on est le plus gros club de la Nouvelle-Aquitaine, mais est-ce que c'est suffisant? C'est la grande question qu'on va poser à Laurent, même si on le sait, vous êtes un club où tout le monde est très modeste et travaille bien. N'empêche que c'est aussi la récompense de vos efforts. Laurent, c'est quoi la recette miracle pour être le plus grand nombre de licenciés? Déjà, vous êtes situé idéalement, évidemment, mais c'est aussi le fruit d'un travail collectif. Oui, je crois qu'il y a une vraie volonté d'accueillir du monde, effectivement. Les gens se permettent, comme disait Christine, le soutien de la mairie, des partenaires, etc., nous permet aussi d'essayer d'avancer. Après, l'emplacement sur la Cube aussi est assez idéal. Et puis, je pense qu'on essaye aussi de proposer une pratique qui soit basée sur 10 niveaux et que chacun trouve sur la pratique qui lui est proposée. Et évidemment, le club est situé sur la cuve. Laurent le disait, du coup, il y a des petits soucis de liaison, mais rien de très dérangeant. Laurent parlait des partenaires. C'est aussi la bonne nouvelle, Christine, c'est que contrairement à d'autres clubs qui, depuis le Covid, ont un petit peu du mal à trouver de nouveaux partenaires, vous, ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y en a encore 3 nouveaux.
Oui, alors c'est quand même un peu compliqué, hein, c'est certain. Là, cette année, effectivement, Laurent a la responsabilité du partenariat. Et c'est vrai qu'on essaye de relancer un peu ce partenariat. Mais je vous l'avoue, c'est pas simple. Effectivement, pas simple, mais déjà, c'est une bonne nouvelle qu'il y en ait Oui, mais de nouveau. bien sûr, Le, heureusement. le mardi 8 mars dernier, vous êtes aussi un club qui bouge. C'est pour ça qu'il y a du monde et qu'il y a aussi, on l'a dit, de nouveaux partenariats, qu'il y a beaucoup de licenciés. C'est parce que vous êtes un club qui se retrousse les manches au quotidien. Par exemple, mardi 8 mars dernier, il y avait la Journée internationale des droits des femmes. Christine, on sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Il y avait des événements qui avaient lieu au stade Joseph-Antoine Cruchon. Vous pouvez nous raconter un petit peu? C'était en partenariat avec la mairie, c'est ça? Tout à fait. En partenariat avec la mairie de Mérignac, nous avions décidé de mettre en lumière un peu les femmes. Alors au départ, on avait prévu quelque chose, c'est-à-dire qu'on devait faire un petit débat avec une arbitre de Ligue 1 pour voir un petit peu son parcours. En fait, on n'a pas pu le faire malheureusement parce que elle a été désignée sur la région parisienne. Mais on a quand même, avec des mamans, des joueuses, des éducatrices, fait une pratique de foot en marchant sur la matinée du dimanche. Et vous avez évidemment au club historiquement toujours insisté sur le foot féminin et ça paye puisque Laurent, si on regarde l'équipe Fagnon, comme on dit, l'équipe qui eh bien, prend un petit peu plus la lumière, l'équipe 1, c'est une grosse saison hein, en R1, vous êtes à 3 points du leader Châtellerault, 7 points d'avance sur Gradignan, ça se passe plutôt bien l'équipe 1 chez les filles à Mérignac-Carlac. Oui, c'est une bonne saison. On a fait une très très bonne première partie de saison. On a eu un mois de janvier qui a été un petit peu plus délicat. Euh, voilà, on a essayé de remobiliser un petit peu tout le monde sur cette compétition qui est effectivement la plus grosse compétition pour les clubs régionaux chez les filles. Voilà, le résultat d'hier, la victoire et le petit faux pas de Châtellerault nous permet aussi de revenir tout en haut du classement. Donc, elles ont une belle fin de saison à jouer et bien sûr, c'est une équipe très très importante pour le club et on compte sur elle pour pouvoir accéder à l'échelon supérieur. Et il y a une certaine émulation puisque on va faire l'inverse. C'est Christine qui va parler de l'équipe Fagnon masculine cette fois. Championnat ultra serré, hein. Là, on est obligé à chaque fois de sortir la calculette ou presque puisqu'il y a 6 équipes qui se tiennent actuellement en 7 points en tête de classement. Christine, l'équipe Fagnon féminine marche bien. L'équipe Fagnon masculine, en plus avec ce parcours intéressant en Coupe de France, là aussi ça va fort. Oui, alors là, effectivement, les garçons, on est toujours en bonne position. Il y a des résultats d'hier qui nous intéressent. On a un match en moins, donc je pense que la fin de saison va être palpitante. On va se régaler jusqu'à la fin. C'est l'avantage de ces différentes formules. Il y a du suspense à tous les étages, tous les week-ends, et on en parle régulièrement dans cette émission. Et puis là, on a parlé des équipes Fagnon. Vous mettez aussi l'accent sur les jeunes, sur la formation. Je ne sais pas qui veut prendre la main entre Laurent et Christine, mais il y a un gros tournoi à venir. C'est la World Cup by Harlac. Ça sera les 8 et 9 avril prochains. Là aussi, Laurent, peut-être pour en dire un mot. Oui, il y a bien sûr cette grosse opération qui est ce tournoi, donc sous forme de World Cup avec 32 équipes qui viennent d'un petit peu toute la France. Une opération sur un jour et demi pendant le week-end de Pâques, où bien sûr on espère qu'il y aura beaucoup de participants, de public, que ça crée un petit peu de ferveur. On sait que sur ce genre de tournoi, les familles des clubs accompagnent aussi les joueurs, donc on espère qu'il y aura beaucoup de monde sur la plaine. Et puis qu'on fera vivre un bon moment aux 400 enfants qui viendront jouer ce tournoi. C'est un tournoi qui, Christine, vous tient à cœur en tant que présidente. Quels sont les autres projets à court, moyen et long terme pour votre club? Alors, effectivement, ce tournoi il est très intéressant parce qu'il est innovant. C'est un tournoi en semi-nocturne. Voilà, c'est une petite Coupe du Monde. Après, les projets, c'est que sportivement, on arrive à se structurer, qu'on arrive à avoir des équipes au niveau national. Parce que effectivement, moi, ce que je dis toujours, on est un gros club, mais il faudrait être un grand
grand club, je pense. Et pour ça, eh bien, effectivement, il faut arriver à avoir des équipes au niveau national. Donc on travaille sur la formation et j'espère que ça va payer, à un moment donné. Et ça, on en est sûr parce que vous réalisez un gros travail, on l'a dit et répété. Vous avez aussi un coach qui, mine de rien, est en train petit à petit de prendre ses marques aussi, Laurent, et qui puise dans le réservoir. C'est tout un projet sur le moyen terme, hein. C'est pas du court terme du côté du FCE Mérignac-Carlac. Oui, oui, bien sûr. On a eu un nouveau coach en début de saison, qui est un jeune coach qui semble pétri de talent, qui nous montre au quotidien toutes les capacités qu'il a, aussi bien à gérer son groupe, mais qu'à avoir une vraie envie de faire progresser le club, de promouvoir un petit peu nos joueurs un peu plus jeunes, de les intéresser, de leur faire passer le palier nécessaire pour aller vers le foot senior pour les 18 ans ou les 17 ans. Donc oui, c'est un coach qui est de plein pied dans le projet aujourd'hui, qui est moteur sur plusieurs étages du club. C'est vraiment quelqu'un qui apporte une plus-value majeure au club, oui. On va revenir à Christine parce qu'il y a une question importante. Ça fait beaucoup de sujets cette année, ces derniers temps, sur la place des femmes dans le sport. Et ça tombe bien que l'on vous ait ce soir dans la FNA parce que vous faites partie des rares présidentes et des femmes fortes dans la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui concerne la Ligue. Déjà, est-ce que c'est plus compliqué d'être une femme dans ce milieu d'hommes dans le football? Comment vous arrivez à vous imposer? Et on suppose que c'est d'autant plus une fierté d'avoir le club avec le plus de licenciés et que ce soit vous à la tête de ce club. Oui, alors, je vais dire que j'ai pas besoin de m'imposer. Ça fait 50 ans que je suis dans le milieu. J'ai joué déjà au foot, j'ai entraîné. J'ai toujours travaillé avec des garçons et j'ai pas l'impression d'avoir besoin de m'imposer, pas du tout. Euh, pour moi, c'est relativement simple. Tout le monde respecte tout le monde. Après, je pense pas qu'il fasse la différence, que ce soit une fille ou un garçon à la tête d'Arlac. Je crois que personne n'y fait attention en fait. Et j'aimerais pas qu'on y fasse attention. Oui, c'est le Voilà. plus important, c'est de ne pas faire de Ben oui. différence, effectivement. Non. Donc, ma question était stupide, Christine, c'est ça? Je ne vais pas dire qu'elle était stupide, mais c'est vrai que je ne ressens pas le besoin de m'imposer. Bon, alors après, je sais que j'ai du caractère, donc peut-être que c'est naturel, mais je ne fais pas d'efforts et personne ne me fait sentir que je suis une femme et que j'ai besoin de faire mes preuves. Une main de fer dans un gant de velours, c'est ça, Christine? Je dirais ça. En tout cas, on était ravis de vous avoir. Alors, je vais me faire taper sur les doigts si je pose pas la question à Laurent, parce qu'on a beaucoup de supporters des Girondins de Bordeaux qui nous suivent dans cette émission d'LFNA TV. Laurent, sans rien dévoiler, mais comment va le fiston? On a l'impression, nous, de l'extérieur, qu'il est en train de faire sa place petit à petit et qu'il progresse semaine après semaine. C'est votre avis aussi? Oui, bah écoutez, c'est sa première saison dans le groupe professionnel au quotidien. Il progresse, il travaille tous les jours d'arrache-pied pour obtenir du temps de jeu. Voilà, c'est une saison d'évolution pour lui. Voilà, et puis avec l'espoir, bien évidemment, que l'équipe accède à cette Ligue 1 que tout le monde espère. Et évidemment, pour ceux qui n'ont pas fait le lien, je parlais d'Aymeric Depucé, le fils de Laurent, qui est en train de faire sa place doucement mais sûrement dans l'équipe des Girondins de Bordeaux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Christine, Laurent, là, pour les semaines à venir? Évidemment, c'est que vous restiez dans la bataille, dans les différents championnats pour vivre une fin de saison passionnante. Oui, c'est ça, qu'on arrive à monter avec nos jeunes et nos filles et peut-être nos seniors garçons. Voilà, et puis qu'on continue à travailler. Laurent? Oui, bien sûr. Et puis je rajouterai à ça qu'on ait des jeunes qui viennent avec le sourire jouer à Arlac et qui soient contents de porter ces couleurs et que l'école de foot continue de progresser également. Et comme ça arrive vite, on va rappeler les dates. 8 et 9 avril prochain, la World Cup by Arlac. Il y a encore une possibilité de s'inscrire. Il y a encore possibilité pour certains d'emmener les enfants. Laurent, Christine?
Non, c'est terminé. Ça y est, nous avons nos 32 équipes. Donc là, on est en train de finaliser le tournoi. Et voilà, on espère avoir du monde. Voilà, venez supporter les jeunes, venez assister à ces matchs les 8 et 9 avril prochains. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts, je suppose, pour la météo. C'est ça. Oui, mais on est toujours confiants, nous. On est toujours confiant en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup en tout cas. Je rappelle nos invités ce soir dans LFNA TV. Christine Fontero, la présidente du FCE Mérignac-Carlac, et Laurent Depucé, le coprésident. En tout cas, félicitations parce que vous êtes modeste, mais chapeau, vous êtes encore le club qui compte le plus de licenciés et vous réalisez de belles saisons dans les différentes catégories. Donc chapeau à vous et merde pour la suite. Merci beaucoup. Et on file dans les Deux-Sèvres pour notre dernier invité du soir, l'interview du président du SA Montcoutan. C'est Emmanuel Bossard qui nous rejoint pour conclure cette émission. Bonsoir président. Bonsoir. Président, on va faire comme on fait d'habitude. La région Nouvelle-Aquitaine est une région assez large. Tout le monde ne connaît pas tous les clubs. On va un petit peu faire le CV du club du SA Montcoutan. Déjà, vous vous situez dans le district des Deux-Sèvres. Est-ce qu'on peut un petit peu préciser par rapport à Niort, Montcoutan, c'est à combien de kilomètres? Alors voilà, donc Montcoutan se trouve à 50 km au nord de Niort, juste à côté de Bressuire, à une petite quinzaine de kilomètres de Bressuire. Vous existez depuis combien de temps, le SA Montcoutan? Donc le SA Montcoutan a été créé en 1943. Et voilà, donc on existe depuis 1943, oui. Donc un club qui est quand même historique dans les Deux-Sèvres. Aujourd'hui, en 2023, du coup, c'est un peu une année anniversaire. Vous comptez combien de licenciés? Alors à ce jour, pour cette saison 2022-2023, nous avons donc 360 licenciés, dont 200 jeunes et 4 équipes seniors, une équipe féminine senior et une équipe féminine jeune. Et puis après, des équipes dans toutes les catégories de jeunes, de U6 à U18. Alors, j'étais pas spécialement fort en maths à l'école, j'étais plutôt un littéraire, mais on est une année des 80 ans du club, c'est ça, président? Voilà, c'est ça. C'est les 80 ans cette année. Et donc, pour l'instant, il n'y a rien de trop organisé, mais je pense qu'il va se tramer quelque chose d'ici fin d'année, voire la saison prochaine. Et quand on vous voit avec le survêtement du club, on devine que les couleurs du club sont le rouge et le noir. Président, est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que vous l'avez déjà, cette explication? Alors là, non, je suis un peu trop jeune dans le club. Savoir pourquoi rouge et noir, ça a toujours été les couleurs du club. Et voilà, non, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi rouge et noir. Et le scapulaire? Alors le scapulaire, c'est historique. En fait, il y avait ça sur des vieilles photos du club, enfin des équipes du club qu'on a retrouvées. Et ils avaient ce scapulaire, donc on a décidé de le garder, de toujours le garder, de le remettre au goût du jour. On l'a modernisé cette année avec un nouveau logo. Et en tout cas, c'est un logo qui est absolument magnifique. On est ravis de vous avoir parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Notamment, on va parler de l'équipe Fagnon comme on le fait toujours. Ça tombe bien, vous êtes leader du championnat en Régional 2, président. C'est ultra serré. Alors quand on regarde le classement, il y a seulement 4 points d'écart entre vous, le leader, et le 5e Niort Saint-Florent. Ça va offrir une fin de saison palpitante là. Oui, ça s'est bien resserré ces derniers temps. Bon, c'est un peu grâce à nous, parce qu'on n'a pas gagné beaucoup de matchs depuis les phases retour. On était invaincus sur tous les matchs de phase aller. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Depuis les matchs retour, on a du mal à s'imposer. Voilà, dans toute saison, il y a des hauts, il y a des bas. Et là, en ce moment, on est plutôt dans le bas, mais on va se reprendre, je pense, très rapidement. Il y a une soirée du Nouvel An trop arrosée pour que 2023 soit difficile? Peut-être, ouais, on ne surveille pas tous les joueurs. Hein. Peut-être, mais bon, non, je pense pas. Il y a peut-être un petit coup de mou physique aussi. Voilà, et puis vous savez, quand on est leader comme ça, on gagne tous nos matchs ou match nul, enfin qu'on est invaincu sur 12 matchs, peut-être qu'on se voit un peu beau, ou voilà, le travail est un peu différent, et puis voilà, on le paye rapidement derrière. Et puis bon, aussi, on a pas mal de blessés en ce moment,
ce qui aide pas. Mais bon, après, ça, c'est pour tous les clubs pareil, hein. Voilà. Et il y avait un matelas d'avance qui permettait de prévoir une petite série un peu plus compliquée. Évidemment, j'ai fait une petite boutade sur l'alcool. C'est à consommer avec modération. En revanche, il y a un match à consommer sans modération, président, c'est ce week-end, parce que là, il y a un gros match qui arrive face à Chauvigny, puisque Chauvigny également réalise une très belle saison. Ça va être un gros week-end pour votre équipe Fagnon. Oui, tout à fait. On a un déplacement qui s'avère, je pense, compliqué à Chauvigny. Mais bon, on y va avec nos armes. Et au match aller, ça avait été un match très équilibré. On avait eu chacun notre mi-temps. Ils auraient mérité, comme nous aussi. Donc le match aller, il avait été équitable. Là, ils sont sur une meilleure dynamique que nous, c'est sûr. Mais bon, nous, voilà, on est prêt à se reprendre. Et puis, on va se reprendre d'ailleurs. Il va falloir, parce que c'est vrai que ce serait dommage de gâcher un peu tout ce qu'on a fait sur cette première partie de saison. Et donc, c'est vrai que dimanche va être un match très important pour nous, et puis pour Chauvigny aussi, qui est sur une belle dynamique, qui a fait un très bon résultat contre Bressuire le week-end dernier. Et voilà, donc bon, on verra. Ça va être un déplacement compliqué, mais on y va pour gagner. Gros choc ce week-end pour l'équipe Fagnon. Il n'y a pas que l'équipe 1, évidemment, comme dans tous les clubs de la région Nouvelle-Aquitaine et un peu partout en France, puisque si on vous sollicite, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'actualités autour de votre club du SA Montcoutan. Si vous habitez dans les Deux-Sèvres, n'hésitez pas à aller vous renseigner, parce qu'il y a par exemple pendant les vacances de Pâques, là au mois d'avril, il y a des stages de foot organisé. Vous pouvez nous en dire un petit mot, Président? On sait que c'est un rendez-vous aussi très apprécié des jeunes et des parents, évidemment, pendant les vacances, là, les stages à venir. Oui, tout à fait. Donc, à chaque vacances scolaires, on organise des stages. Donc là, au mois d'avril, de mémoire, c'est un stage U7, U8, U9. Voilà, c'est organisé par les salariés du club et les apprentis. C'est sur 2 ou 3 jours. Des stages complets qui sont ouverts aux licenciés du club comme aux licenciés d'autres clubs qui voudraient participer à ce type de stage, où on allie football et loisirs et actions PEF aussi, hein, ce qui est très important. Et voilà, et puis il n'y a pas que du foot, mais il y a pas mal de foot quand même. Oui, il y a des programmes pédagogiques et ça, c'est très important. Et puis, vous avez eu raison de le préciser, hein, vous n'êtes pas obligé d'être licencié au SA Montcoutan. Si vous êtes dans un club voisin, mais que votre club n'organise rien pour vos enfants, n'hésitez pas à solliciter le SA Montcoutan, qui organise également un petit peu plus tard, au mois d'avril, le 15 avril, dîner dansant. Alors là, c'est pas pour les jeunes du club, c'est pour les plus vieux, Président. Ouais, c'est pour les jeunes aussi, hein. C'est un dîner dansant donc qui est traditionnel au sein de l'association, qui se fait depuis très longtemps. Où, voilà, ça permet de se retrouver, que les parents de jeunes aussi puissent participer. Et, ça fait partie de la vie d'un club. Ça aide aussi un peu financièrement. Et voilà, c'est surtout un moment de convivialité où voilà, on aime bien se retrouver et puis passer une bonne soirée entre amis et entre copains de foot et pas que foot d'ailleurs. Voilà. Ça fédère aussi au niveau de Montcoutan, des élus. Et c'est une soirée très sympa. Et c'est important dans cette période un peu compliquée pour l'ensemble des Français. C'est aussi dans ces moments-là, on le sait, qu'on crée du lien et qu'on respire un petit peu, parce que c'est pas tous les jours facile en ce moment. Oui, tout à fait. Ouais, ça fait du bien d'avoir ces moments-là au sein d'un club, hein. C'est comme quand on se retrouve après le match le soir pour débriefer, comme on dit. Non, c'est vrai que tous ces moments-là sont très importants dans un club pour fédérer au niveau de l'association sportive, quoi. Donc ça, c'est le 15 avril, la soirée, le dîner dansant Tout à fait. au club de Montcoutan. Et une semaine plus tard, le samedi 22 avril, vous allez organiser les matinées foot loisirs. Ça consiste en quoi, Président? Alors ça, c'est en fait le projet donc au sein du club. Donc nous avons une salariée et nous avons aussi 2 apprentis en BMF, hein. Et un de nos apprentis a dans son projet BMF organisé un projet donc, et il a donc choisi de faire une matinée foot loisirs avec la découverte des différentes pratiques du football autre que ce qu'on peut connaître le week-end. Et donc c'est organisé le 22 avril le matin et c'est ouvert donc aux enfants qui viennent avec leurs parents. Le parent doit emmener son enfant ou l'enfant doit emmener son parent, ça dépend comment on le voit. Et puis donc ils pourront découvrir
différents pratiques du foot. Donc ça, c'est un ensemble Mm. d'événements qui va rythmer le club au mois d'avril. Les projets à moyen et long terme, Président, il y a la possibilité évidemment de se réunir au club pour organiser quelque chose pour l'anniversaire, pour les 80 ans, on a compris du club. Et sinon, c'est d'essayer de Voilà. monter avec l'équipe Fagnon, c'est ça? Oui, alors pour être franc, c'était pas l'objectif premier de la saison en fait. C'était plutôt vous allez dire je fais mon Giroud, mais de jouer le maintien parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de descentes, enfin au minimum 4 descentes par poule en R2 cette année. Donc l'objectif était vraiment de se maintenir. Bon, maintenant, on va dire que c'est pratiquement mathématiquement fait, mais il faut encore des victoires. Et c'est vrai que le fait d'être en haut de tableau nous donne des envies d'autres choses, et d'aller voir plus haut notamment. Donc, voilà, on va prendre comme ça viendra. On va essayer de terminer la saison du mieux possible, puis après, on verra à la fin ce qu'il y aura. Puisqu'il y a dîner dansant le 15 avril, je le rappelle, on va citer les grands auteurs. Président, on va le dire, en rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que des montagnes de douleur. Voilà, c'est ça, si vous voulez. Ouais. J'y avais pas pensé. Non, non, ouais, on peut garder ça pour notre futur slogan du club. C'est une bonne idée, oui, en effet. En tout cas, on vous remercie chaleureusement, Emmanuel Bossard, président, on le rappelle, du SA Montcoutan, d'être intervenu dans LFNA TV. Et on vous souhaite déjà un bon match face à Chauvigny ce week-end et une bonne fin de saison avec tous les événements dont on vient de parler. Il y a du pain sur la planche. Merci beaucoup, président. Merci à vous. Bonne soirée. C'était Emmanuel Bossard, le président du SA Montcoutan, club du district des Deux-Sèvres. LFNA TV numéro 82, c'est désormais terminé. Je remercie Paul Maison-Regnault, mon réalisateur. Je remercie également mon équipe de choc à l'édition avec Touami Nassiri du côté de la Charente, Florian Sabatier en Gironde et Rémi Savary en Charente-Maritime. Merci à vous pour votre fidélité. Continuez de partager, de commenter les différentes émissions d'LFNA TV comme vous le faites d'habitude. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve lundi prochain pour le numéro 83. D'ici là, n'oubliez pas la chose la plus importante, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.